C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce chiffre de l'ONU, plus de 500 000 déplacés depuis la récente offensive du M23 Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces personnes, au moins 76 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin où ils vivent dans des conditions catastrophiques. La correspondance régionale dans un instant. Le président béninois Patrice Talon a pris la parole ce jeudi, 11 jours après la tentative de coup d'État. Il a tenu une conférence de presse. Seule la télévision nationale était autorisée à filmer. Le compte-rendu avec notre correspondante à Cotonou dans ce journal. Et puis ce soir, on vous parle football, la colère des supporters sénégalais et ivoiriens qui se voient refuser l'accès au match de la Coupe du Monde aux États-Unis. Washington a publié de nouvelles restrictions de nationalité. Et puis on va vous parler également de la magnifique victoire des Lions de l'Atlas à la Coupe arabe à 3 jours de la CAN au Maroc. Et on fera justement le point sur les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations à la fin de ce journal. Le Burundi subit une forte pression humanitaire. Selon l'ONU, il y aurait plus de 500 000 nouveaux déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la récente offensive du M23 appuyée par le Rwanda. Parmi ces personnes, au moins 76 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin où ils vivent dans des conditions difficiles. La correspondance régionale de Juliette Monti. Pour l'instant, ce sont surtout les zones frontalières à l'ouest du pays qui font face à ces arrivées. Dans le sud, par exemple, Rumongue accueille au moins 25 000 déplacés, sachant que chaque jour, des personnes continuent d'affluer, en grande majorité des femmes et des enfants déjà épuisés et traumatisés. Sur place, l'administration et le Haut Commissariat aux réfugiés sont débordés. Les centres de transit ne peuvent plus héberger personne, alors les gens dorment là où ils peuvent. Par exemple, dans le stade de la ville qui dispose de seulement 2 toilettes et un robinet. D'autres dorment carrément dehors alors qu'on est en saison des pluies. Et puis tout manque, les médicaments, la nourriture. Dans ces conditions, les maladies risquent aussi de se propager à vitesse grand V alors que les hôpitaux sont déjà débordés. Le site des réfugiés de Mousséni, de même que les centres de transit et les anciens camps des réfugiés, ont aujourd'hui atteint et même dépassé leur capacité d'accueil, tant sur le plan infrastructure que logistique. Cette situation risque d'affecter non seulement la qualité des services fournis, mais également la sécurité des personnes concernées et celle des communautés environnantes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces arrivées, elles s'ajoutent aux plus de 71 000 Congolais qui avaient déjà fui vers le Burundi depuis le mois de janvier. Avant juillet, août, on parlait déjà du plus grand afflux qu'a connu le pays depuis le début des années 2000. J'avais pu me rendre sur place à l'époque et constater le manque déjà criant de moyens, aussi lié au contexte général de baisse de l'aide internationale. Or, en seulement quelques jours, ce nombre, il a plus que doublé. Alors aujourd'hui, plus que jamais, les organisations humanitaires appellent à la solidarité internationale. Et puis le gouvernement burundais a de son côté annoncé un plan de réponse d'urgence dont la mise en place nécessitera 33 millions de dollars. En bref, le Burkina Faso a libéré 11 soldats nigérians détenus après avoir effectué un atterrissage d'urgence sur son territoire début décembre. Une libération obtenue après des excuses officielles du Nigeria. Pour rappel, un avion de l'armée de l'air nigériane avait effectué un atterrissage de précaution au Burkina Faso le 8 décembre dernier en raison d'un problème technique. On en vient à la prise de parole du président béninois Patrice Talon. 11 jours après la tentative de coup d'État, il a tenu une conférence de presse très encadrée au micro. Aucune caméra n'était autorisée. Les seules images disponibles sont celles de la télévision nationale. On fait le point avec notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Souji. Écoutez, l'échange aura duré 2 heures, un peu plus d'un tiers à apporter sur la tentative de coup d'État du 7 décembre. Le reste sur la révision de la Constitution. Alors le président dit avoir promulgué le texte mercredi 17 décembre. Il défend la méthode, il rappelle que la Constitution prévoit 2 voies, soit par référendum, soit par un vote au Parlement, avec une très large majorité. Sur le fond, 3 points dominent cette révision de la Constitution. D'abord, la création d'un Sénat. Patrice Talon le présente comme un organe tampon qui a un rôle d'arbitre entre le gouvernement
et l'Assemblée en cas de crise. Il précise aussi que le Sénat aura un rôle de régulation, par exemple demander une seconde lecture. Patrice Talon a fait aussi une explication de texte sur la notion de trêve politique. Selon lui, c'est pour éviter une campagne permanente, mais il ajoute que cette trêve n'empêchera pas la critique. Enfin, il argumente le choix du septennat, car selon lui, 5 ans, eh bien, cela pousserait à gouverner dans la précipitation. Et il insiste, eh bien, le Bénin ne peut pas imiter d'autres pays parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes. Sur le 7 décembre, Patrice Talon parle d'une frayeur collective et d'un excès de confiance. Patrice Talon qualifie les auteurs de voyous, de marginaux. Il justifie l'appui nigérian, notamment aérien, pour éviter un assaut qui aurait fait beaucoup de morts. Et enfin, il dit compter sur les voisins pour retrouver les fugitifs, tout en affirmant que des mesures ont été prises pour éviter toute récidive. On part ce soir dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région historiquement acquise à Laurent Gbagbo. Vous allez le voir, ses partisans ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter pour les législatives. Alors que le parti prône officiellement le boycott, plusieurs cadres et députés sortants ont choisi de se représenter malgré les sanctions internes. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Enfant du pays, l'ancien vice-président du PPACI, Stéphane Kipré, est bien connu à Zéïbo, où il est candidat aux élections législatives. Mais en tant qu'indépendant, car le parti de Laurent Gbagbo, pourtant ici en terrain conquis, a décidé de boycotter le scrutin. Le parti a dit que pour cette élection-là, nous n'étions pas prêts. Une élection législative, c'est d'abord un engagement entre une personne et ses parents. Donc, on peut ne pas être prêt à Cocody et peut être prêt à Zéïbo. Je vais vous demander de m'accompagner pour qu'on puisse aller remettre ce poste de député au président de la République. Pour qu'on puisse aller lui donner. Une allégeance qui n'a pas empêché son beau-père de le démettre de ses fonctions au sein du parti, comme les 21 autres cadres qui ont choisi de concourir à cette élection. En plus de la date du scrutin jugée trop anticipée, le PPACI s'oppose au système électoral. Ce sont les députés qui vont accompagner le président du 4e mandat, inconstitutionnel. Si nous-mêmes on était présents aux législatives, il fallait revoir le découpage électoral. Cela n'est pas fait et nous ne pouvons pas participer à cette imposture. Alors à Gagnoa, dans la ville de Laurent Gbagbo, le parti encourage une autre forme de militantisme. Ces femmes préparent à manger pour les prisonniers arrêtés en octobre dans le cadre des manifestations contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. La sauce, oui, souvent on fait les sauces différentes. Voilà. Et puis les repas différents. Comme il ne reste que plus que 14 personnes, je pense qu'on peut vous donner 40 000 francs pour 4 jours. Hein? Ça peut pouvoir suffire, j'espère. Reste que l'absence du PPACI dans son propre bastion pourrait favoriser le RHDP au pouvoir, qui a d'ailleurs investi plusieurs de ses ministres dans la région. Allez, on ouvre une page football à présent. C'est un coup dur pour les supporters sénégalais et ivoiriens qui souhaitaient se rendre aux États-Unis pour assister à la Coupe du Monde 2026. Un décret signé ce mardi par le président américain Donald Trump menace d'exclure les supporters de ces deux pays du mondial qui auraient lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Le décret signé par le président Trump vise à restreindre l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de certains pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Leurs supporters ne pourront ainsi pas participer à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique du Nord à partir du mois de juin 2026. Seule exception est faite aux joueurs, aux membres du staff, mais aussi à leurs familles. Les États-Unis justifient cette mesure par le dépassement du délai de visa accordé aux ressortissants de ces pays, jusqu'à 13% de dépassement pour les visas étudiants accordés aux ressortissants sénégalais. Pas encore de réaction officielle au moment où je vous parle de la part des autorités sénégalaises suite à cette décision. L'ONG Horizon sans frontières, qui défend les droits des migrants, mais aussi des Sénégalais de l'extérieur, appelle tout simplement à retirer l'organisation de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis si ce décret est appliqué.
Et on parle de cette magnifique victoire du Maroc à la Coupe arabe. Les Lions de l'Atlas ont remporté cette compétition pour la deuxième fois au terme d'une superbe finale à suspense contre la Jordanie. On retiendra le magnifique but de 60 mètres d'Ousmane Tanan, de bon augure pour le Maroc qui organise la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dans 3 jours. Et justement, les Lions de l'Atlas sont les grands favoris du tournoi. Mais d'autres équipes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore l'Égypte pourraient rafler la mise. Tour d'horizon des favoris et des outsiders avec Florent Rodeau. Un demi-siècle après son seul succès dans la compétition, le Maroc fait figure de grandissime favori de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. À domicile, les Lions de l'Atlas ne visent que la victoire finale, eux les demi-finalistes du dernier mondial, performance historique pour une nation africaine. L'attente populaire sera forte, l'équipe reste sur une série record de 18 victoires consécutives. Bonne nouvelle pour le pays hôte, le ballon d'or africain Achraf Hakimi devrait pouvoir tenir sa place, malgré sa blessure à la cheville début novembre. Emmené par l'inusable Sadio Mané, le Sénégal voudra lui aussi remporter sa seconde CAN. Depuis leur succès en 2019, les Lions de la Teranga ont confirmé leur régularité au plus haut niveau. L'effectif est aujourd'hui valorisé à 420 millions d'euros, juste derrière celui du Maroc. Les Sénégalais ont hérité d'un groupe relevé, avec notamment la République démocratique du Congo de Chancel Bemba et son collectif bien huilé qui pourrait jouer les troubles-fêtes. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire rêve d'un doublé inédit pour elle. Ces 2 dernières années, le sélectionneur des éléphants Emerse Faé a renouvelé le groupe. Il a notamment laissé à la maison l'expérimenté Nicolas Pepe, ainsi que le meilleur espoir de la dernière CAN, Simon Adingra. Titré à 7 reprises, record du continent, l'Égypte de Mohamed Salah n'a plus remporté le tournoi depuis 2010. Sa star ne joue presque plus à Liverpool et n'arrive pas dans les meilleures dispositions. Ne pas oublier non plus l'Algérie de Riyad Mahrez et le Nigeria de Victor Osimhen. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Aline Bottin. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.